L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur mes ondes Nicole Tornard. Nicole, c'est une femme de radio avant tout. Elle a un parcours absolument incroyable qui l'a menée à la tête de la première chaîne puisqu'elle a été directrice adjointe des programmes de la RTS pendant de nombreuses années, puis responsable de formation. Elle nous parle de ce parcours absolument incroyable, de ses défis, des modes de management qu'elle a pu mettre en place quand elle était directrice. Tout ce qu'elle vous donne, ce sont des vrais outils que vous pouvez aussi appliquer dans votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, Nicole, elle se consacre à la créativité. Elle est d'ailleurs l'ambassadrice de la Factory. C'est un concept venu du Québec que je vous invite à découvrir. C'est comment on peut développer cette créativité dont elle déborde complètement. J'ai rencontré Nicole lors d'une soirée autour de l'intergénérationnel. On a tout de suite eu une vraie connexion. Je ne savais pas du tout qui c'était parce que Nicole est quelqu'un de très très simple. Elle n'est pas connue forcément du grand public. Elle mène une vie proche de la nature, de sa famille. Et on a tout de suite vraiment eu ce lien qui s'est créé. Nicole, elle est très soutenante par rapport à tout ce qu'on essaye de mettre en place avec l'art de connecter. C'est pour moi une vraie référence. Et je suis enchantée de vous la faire découvrir aujourd'hui dans ce podcast. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir ma rencontre avec Nicole Tornard. Coucou Nicole, comment tu vas ? Mais je vais bien, merci beaucoup, merci de ton invitation. Je suis ravie de passer ce moment avec toi, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à raconter à nos auditeurs et auditrices. Et je vais te demander de te décrire sous la forme d'une métaphore. Moi, j'ai cette phrase que j'aime bien, j'espère que ça répond à ta question. Bien sûr. Einstein qui a dit ça, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Je me retrouve beaucoup là-dedans. J'ai toujours été attirée par la créativité, les idées, inventer, trouver, changer de positionnement. Ça a toujours été pour moi très important. Il y a quand même l'exigence et puis s'amuse, c'est la partie jeu. Je crois que dans la vie, il y a une partie aussi de jeu à avoir. Oui. Qui est extrêmement importante pour pas toujours prendre pour soi, mais de pouvoir mettre de la distance ou mettre du plaisir, de l'envie, des rires, ce qui a aussi beaucoup caractérisé mon parcours et ma vie encore aujourd'hui. Ouais, donc on en vient justement sur ce parcours. Tu dis dans le jeu, la créativité. Donc pour expliquer un petit peu quelles ont été les grandes étapes de ce parcours pour toi, Nicole, qui t'ont amené à être dans les médias, à toucher peut-être des sphères qui sont pour nous parfois inaccessibles. Donc je te laisse nous dire ce que tu as envie de nous raconter par rapport à ça. Voilà, on va essayer de raconter. C'est-à-dire que moi, je suis partie avec une formation d'enseignante, en fait. Voilà, je suis partie là en me disant que c'était intéressant parce que j'aimais le théâtre et que, dans le fond, ça me donnerait du temps et qu'il y avait aussi une partie de jeu dans l'enseignement et de donner les armes aux enfants, même aux petits-enfants d'ailleurs, donner les armes importantes pour vivre, pour exister, ça me semblait assez essentiel. Et puis par la suite, j'ai été un peu récupérée par les médias parce que j'étais là, présente au moment de la création des radios privées. C'était 5 copains à qui on avait confié la création d'une des radios locales en Suisse, Radio Chablais. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas avec nous ? Et je me suis dit, mais pourquoi je n'irais pas avec eux ? Et voilà, c'était assez audacieux, comme on me disait, mais quitter un poste d'enseignant pour partir. Et on a créé cette radio. Et c'était un moment inouï de se dire, mais on a créé une radio. On est en train de lancer un train qui va rouler, qu'on ne pourra plus jamais arrêter, mais c'était tellement grisant, c'était tellement aussi sollicitant personnellement. Qu'est-ce que je peux faire ? De quoi je suis capable ? Sortir sa zone de confort, ça c'était sûr. Et c'est vrai que ça a été un moment qui m'a aussi appris la passion. Il fallait être passionné pour le faire, parce qu'on travaillait jour, nuit, enfin on ne savait rien faire, mais on faisait tout, on cherchait des appuis.
Et puis aujourd'hui, ces médias, ils ont beaucoup de sens, quoi. Ils sont toujours là, ils existent. Ensuite, j'ai fait mon brevet de journaliste. J'ai eu l'occasion après de croiser aussi sur mon chemin des personnes qui travaillaient à la radio romande à l'époque, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pour la fête des vignerons. Juste pour donner le contexte, c'était toujours des rencontres. C'est ce qui m'intéressait là-dedans et qui fait souvent écho à ce que tu fais, ce que tu dis, c'est que voilà, je me suis trouvée à la fête des vignerons à travailler pour des personnes de la RTS qui, à la fin de cette collaboration de 2 mois de radio privée, m'ont dit « mais viens travailler, pourquoi tu viens pas travailler avec nous ?» Et 2 mois après, voilà, j'étais engagée à la RTS. Peut-être je raconte encore cette anecdote sur la télévision. Je fais des reportages pour Radio Chablais au Festival du film alpin des Diablerets. J'ai ces gros appareils de reportage, ils sont lourds. Je dis, qui peut me garder ça pendant que je vais vite chercher des bandes qui me manquaient. Je vois un vieux monsieur à une table, je lui dis, mais vous pouvez juste me garder mon appareil, je fais mes reportages. Il me dit, vous avez le temps de boire un verre? Je dis, non, je suis très pressée, je dois aller faire mes montages. Je m'en vais, et puis 6 mois après, le téléphone sonne. La secrétaire me dit, mais enfin, c'est un monsieur, il veut parler à Nicole, qui l'a vu au Festival du film alpin. Et puis, la personne me dit, vous vous rappelez, j'ai gardé votre appareil. Je dis, oui, bien sûr. Et il me dit, ben voilà, je suis le responsable du divertissement de la télévision et j'ai besoin de quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai aussi travaillé à la télévision, animé des émissions de télévision pendant une dizaine d'années. Par la suite, j'ai été effectivement rattrapée par le management. À la Radio Suisse romande, j'ai dirigé la première chaîne pendant 7 ans. Et là, ça a été aussi un moment extrêmement important pour moi, d'évolution. Quand je me retourne de temps en temps, je me dis, mais chaque fois, on m'a proposé des choses mais qui étaient ambitieuses pour moi. Et je me suis chaque fois efforcée de dire, mais allez, c'est quoi la marche? Qu'est-ce qu'on me demande, et de vite évaluer la marche et développer les compétences nécessaires. Et pas se reposer sur des acquis, mais se dire toujours, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on veut de moi? Et puis, chaque fois, c'était grisant, quoi. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Si ça va pas, j'arrête. Je trouve ça génial parce qu'en fait, tu montres vraiment cette capacité que tu as eu de te mettre chaque fois en mouvement, alors qu'on a beaucoup de gens qui osent pas, qui vont pas, pour qui c'est difficile de sortir de leur zone de confort. Alors, bien évidemment, comme tu dis, c'est un fil d'enchaînement, des connexions, d'être là au bon moment. Mais je pense, en tout cas, de ma place, c'est que tu t'es vraiment créé cet environnement qui t'a permis de grandir et d'arriver là où tu es arrivé, comme tu dis, à la direction de la première chaîne, donc la RTS. Moi, j'ai envie de te poser cette question est-ce que des fois, effectivement, tu as eu peur et qu'est-ce qui t'a aidé à franchir ces différentes étapes? Non, mais j'ai eu des fois très peur. Mais je me disais, mais il faut saisir cette occasion. Au moment où on vous pose la question, on se dit toujours, j'y vais pas. C'est-à-dire que vous avez envie d'y aller, puis il y a une voix derrière qui dit non, tu n'y arriveras pas. Il faut casser cette lutte, quoi. Il faut dire j'y vais, il faut pas se laisser récupérer. Et après, c'est quand même beaucoup les gens. C'est beaucoup les personnes, moi c'est ce que j'appelle un peu le premier cercle, mais qui peuvent être des chefs, qui peuvent être, je sais pas, des leaders, mais c'est aussi l'assistante, c'est vraiment les gens qui bossent avec vous et qui sont aussi importants les uns que les autres pour des soutiens, et des gens qui ont challenge ou des gens qui m'ont challengé, à qui j'ai demandé de me challenger, me dire mais dis-moi ce qui va pas, jamais considérer que les choses sont acquises, quoi. Et puis c'est vrai qu'après j'étais encore à la direction des programmes radio, après j'ai participé à la convergence, la création de ces structures transversales, qui était un truc fou pour cette boîte qui était toujours, qui travaillait en verticalité, mais parce qu'il y avait du monde avec moi, parce qu'il y avait des bonnes personnes avec qui j'étais vraiment connectée, et parce qu'on m'a fait confiance, et moi j'avais aussi confiance en eux. Parce que c'est ça la difficulté, à mon avis, c'est de se dire si j'y vais, c'est que je dois avoir confiance dans leur soutien, quoi. C'est quelques personnes, voilà, c'est les gardiens, c'est le bon mot, je crois. Oui, et quand tu dis ce management de confiance, parce que la question qui me vient là maintenant, tu dis ok, c'est de plonger dans ce monde du management, qui est quand même un monde peut-être encore plus particulier quand on parle du monde des médias. Aujourd'hui, peut-être avec le recul, quelles sont les choses qui ont été les plus utiles pour toi dans les outils que tu as pu mettre en place dans ce management-là à la RTS? Alors, je crois qu'il faut tout de suite se dire qu'on est plutôt en partenariat que directeur ou directrice ou le chef. Je veux dire, cette notion de chef, pour moi, elle a été effacée directement. On est en partenariat, on est des coachs. Notre job, c'est de mettre en place les conditions pour que les personnes puissent se réaliser, parce que c'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui vont réaliser cette émission, c'est eux qui vont la faire, ils vont la faire tous les jours. Et il faut tout de suite aussi installer un partenariat de confiance, il faut avoir confiance en eux. Moi, je trouve les moyens, je suis un peu garant du cadre quand même, mais je te fais confiance, je fais tout pour que tu puisses toi faire. Et surtout, il ne faut pas projeter ses propres idées
Il faut les laisser faire. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir un lâcher-prise sur mes idées à moi. Hein. C'est vous qui réalisez, c'est eux qui réalisent l'émission. Et il faut vraiment se mettre en retrait. On n'a pas la connaissance de toutes les matières. Je veux dire, le spécialiste de l'histoire, mais c'est lui qui va faire son émission. Oui. Voilà, alors on est garant des valeurs, on est garant de ce genre de choses, les valeurs du service public. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on est vraiment en partenariat. On n'est rien sans eux. Et eux, ils ont aussi besoin de nous. Donc on fait équipe, quoi. Et je pense que c'est ce management-là qu'il faut développer. Des fois, je me dis qu'il peut être développé pas seulement aussi dans les médias. C'est ce qui me vient. On se rend compte de plus en plus que l'entreprise, comme tu dis, elle a une énergie aussi propre et tout le monde a son rôle à jouer pour la porter, pour la faire grandir. Et comme tu dis, de plus être sur un point de vue directif, c'est comme ça, on peut faire comme ça. On voit qu'aujourd'hui, c'est totalement révolu. Absolument. Et puis, ça ne fonctionne pas. Une radio, on doit faire des émissions tous les jours. Tous les jours, samedi, dimanche, ça ne s'arrête pas. Donc, il faut avoir des gens qui ont envie de le faire, qui puissent le faire dans de bonnes conditions. Il faut donner du sens à ce qu'ils font. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver ce sens pourquoi je viens tous les jours. Parce que les gens, ils donnent aussi le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils s'exposent beaucoup, ils donnent leur personnalité. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'un chef, entre guillemets ? On vient chercher, le matin, souvent, on vient « Ah, moi, je n'ai pas d'énergie, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je ne suis pas en forme. » Allez, il faut trouver les bons mots pour leur dire « Vas-y, c'est bien. » Je vais dire « Bon, hier, c'était peut-être pas bien, mais aujourd'hui, tu vois, tu as tous ces atouts. » Ils viennent chercher tout d'un coup, juste un bon mot, une idée, dire leur envie, dire leur plaisir. Et il faut toujours être réceptif, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être toujours, je ne sais pas comment on appelle ça, mais open, c'est-à-dire dans l'accueil, dans tout, dans l'accueil, et puis tout d'un coup, l'émission est dans 1 heure, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il faut trouver. On a juste 2 minutes pour trouver une bonne idée, parce qu'on doit y aller, parce qu'il faut quelque chose, on ne peut pas dire qu'il n'y aura rien à l'antenne. Donc c'est une exigence, dans le fond, dans la manière de vivre, et de ne pas anticiper sur les choses. Moi, ça m'a appris un truc. J'ai bassiné beaucoup de monde avec ça et je pense que c'est une assez bonne idée. Il faut toujours avoir 2 ou 3 idées d'avance dans la tête. Si on n'a pas ça, on est toujours un peu acculé. Alors que si ça tourne beaucoup, on est prêt, on est toujours prêt. Voilà, il faut être prêt toujours à être créatif. On pense que tout va aller de ce côté, non, ça va de l'autre. Donc il faut toujours être réceptif, présent et avoir son esprit libre pour tout de suite trouver la bonne réponse. Alors je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais dans le fond, c'est une posture que j'ai trouvée aussi intéressante. On ne peut pas résoudre tous les problèmes d'avance, il faut être très présent au moment où ça arrive, quoi. Et pas avoir, comme tu dis, le « je sais, ça va être comme ça ». D'ailleurs, c'est mon épisode de podcast que j'ai fait sur ce monde du « je ne sais pas », mais qui nous permet quand même d'avoir cette flexibilité pour réagir en fonction de ce qui nous arrive. Et on n'a pas la réponse tout de suite, on l'a peut-être plus tard, mais voilà, c'est de jouer avec ça aussi. Je ne sais pas qui m'avait dit ça un jour, mais on m'avait dit que j'avais une capacité à gérer le flou au-dessus de la moyenne. J'avais trouvé ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter ces moments où on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, mais on sait qu'on va trouver et on va trouver ensemble. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours ensemble, seul, on n'est rien, quoi. Il faut donner cette place, et c'est leur place, c'est une place tout à fait légitime. Et alors, c'est aussi excitant, parce que quand on réussit ensemble. Lorsqu'on avait fait amener des musiciens dans toute cette maison de la RTS, il y avait des musiciens partout, à la cafétéria, dans la salle. Voilà, c'est un collègue qui m'avait dit moi, j'aimerais réaliser ça. J'ai dit, bien, vas-y, moi, je te trouverai les moyens. On était un peu limite. On a aussi créé un débordement total dans une salle avec cette émission qui s'appelait La Soupe, où dans le fond, on attendait 1500 personnes, sont arrivées 3000 personnes. On a dû faire venir la police, on a dû venir... Voilà, mais on a osé, on a fait, et puis on a tenté ensemble. Il faut montrer aussi qu'il y a un soutien, il n'y a pas que des barrières, il y a un soutien, il y a une ouverture possible pour réaliser les choses, parce qu'on est beaucoup sur les rêves, un peu, sur les envies. Et puis, j'ai beaucoup aimé célébrer les victoires. Et puis, il faut savoir aussi débriefer les défaites. C'est clair. Ouais. Voilà. Et ce que tu dis est essentiel. On parlait tout à l'heure du lien, la raison pour laquelle on ne va pas se lancer forcément seul, mais parfois c'est compliqué parce que ces liens, ils sont peut-être, on peut se tromper sur les liens qu'on crée pour développer un business. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que dans tous ces liens que tu as créés, tu as été amené à rencontrer des tensions? Et à ce moment-là, comment tu les as gérées? Avec quel type d'outils?
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions lorsqu'on est, parce que les gens, voilà, ils vont chercher aussi dans leur âme. J'aime bien dire ça, c'est-à-dire que on touche beaucoup leur âme et des fois c'est très difficile. Et quand on doit arrêter une émission ou des choses comme ça, c'est très difficile. On a l'impression qu'on leur enlève un bout d'eux-mêmes, qu'on les trahit, et ça c'est très difficile. Et alors en plus, ce sont souvent des fortes personnalités, donc c'est vrai que ça peut monter très haut, quoi. Il y a eu des moments d'échange extrêmement vifs. Moi, j'ai toujours essayé de tempérer, même de dire on arrête de discuter, c'est-à-dire de ne pas laisser monter en disant on se voit dans un quart d'heure. Essayons d'oser ralentir, dans le fond, ces moments de tension et de dire écoute, bien, on en reparle demain. Ça ne sert à rien on se retéléphone ce soir, si tu veux. Mais voilà, essayer de casser parce que le dialogue devient totalement stérile, quoi. À un moment donné, on ne peut pas. Et alors aussi, j'ai dû apprendre aussi, moi, à ne pas avoir peur des conflits, quoi. Parce que si moi, j'ai peur des conflits et j'arrive pas à prendre le recul nécessaire pour discuter, des fois, on peut, ça se termine bien. Puis il y a les fois où on n'a pas pu, où je pense qu'il y a encore des gens qui m'en veulent aujourd'hui, peut-être. Mais alors, d'un autre côté, on a aussi une direction qui nous demande de faire des choix. Il y a des résultats à obtenir. On doit obtenir des résultats, des taux d'écoute. C'est aussi important. Et puis, il faut suivre les valeurs du service public. Donc, on doit être garant de ça avec toute l'ouverture nécessaire pour que les autres puissent réaliser. On est un peu au milieu. Il y a beaucoup de solitude. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de solitude. Comme je rentrais souvent en voiture, il y avait toujours ce moment où j'étais seule dans cette voiture, où il y a quand même quelques fois où j'ai pleuré dans cette voiture. Mais en même temps, j'avais du plaisir à être là. On avait des retours positifs du public, des personnes. Moi, j'ai eu une chance assez incroyable et j'ai rencontré quand même de magnifiques personnes, quoi. Je donne donc des cours à des responsables d'ateliers dans le domaine de l'horlogerie. Et entre 2 ateliers, il y en a un qui m'a dit « Mais tu sais, en fait, c'est pas le monde des bisounours d'être manager. » Et je lui ai dit « Ben oui, en fait, être manager, c'est aussi avoir le courage de ne pas être aimé. » Et il y a un livre d'ailleurs que j'aime beaucoup justement par rapport à ça, qui nous montre en fait que, comme tu dis, il y a tellement d'enjeux et puis le manager à un moment donné, il doit être en capacité de prendre les rênes quand il faut, quand il y a rien ne va plus, au risque justement de déplaire. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'on se dit aussi, mais voilà, il faut que je sois apprécié. Mais on est aussi apprécié quand on est juste. Je pense que c'est très important. Je n'ai jamais promis, je dis je ne promettrai jamais ce que je ne peux pas tenir. Jamais. Tu me demandes ça. Et là, il faut faire très attention parce que dès qu'on passe cette ligne ou qu'on commence à faire quelques promesses, on est perdu, quoi. Moi, je me disais, je dois pouvoir avoir chacun en face de moi et ne rien avoir, pas de contentieux. Je ne peux pas tenir, je ne peux pas te le donner. Alors voilà, c'est compliqué, mais au moins c'est juste et on garde sa ligne. Et c'est vrai que les gens peuvent nous en vouloir. On a eu aussi des moments très difficiles où des gens ont été durs avec moi, mais ils sont par la suite venus s'excuser en disant « mais oui, je n'avais pas compris ». Voilà, mais moi, je tenais mon rôle à ce moment-là. Et puis il y a aussi des personnes, ils ont pris le temps de s'arrêter quelque temps, on leur a demandé de s'arrêter, mais pour mieux rebondir après. Ça prend toujours du temps. Il y a des grands moments effectivement de doute, de solitude, d'où l'importance aussi des gardiens qui sont là, avec qui on peut discuter. Il y a des séances à 70 personnes, vous menez une séance avec 70 personnes. Moi, je sentais couler dans le dos et après, il fallait toujours que j'aille marcher parce que c'est tellement exigeant, c'est tellement... voilà, et puis c'est aussi des gens très exigeants, mais c'est juste quoi, d'être comme ça, puisqu'ils sont exigeants avec eux, et voilà, ils sont exigeants avec nous, quoi. C'est dense, vous rentrez le matin, vous ne savez pas ce qui vous attend. C'est clair. Et puis voilà, vous sortez le soir, et des fois il y a des grands plaisirs, des grands bonheurs. Mais voilà, maintenant, j'ai quitté bien sûr toutes ces fonctions à l'RTS. Et ce qui me plaît, c'est les contacts encore avec des gens. Et on est plein de beaux souvenirs, on est plein de bons moments. Et j'ai gardé quand même beaucoup de liens. Et on a vécu des moments très excitants, quoi. Mais ça, c'est un acquis. Et c'est une complicité, et c'est une connexion qu'on ne nous enlèvera jamais, quoi. T'amènes aussi quelque chose de, je trouve, essentiel, c'est sa relation au conflit. Et combien je vois, moi aussi, dans les accompagnements que je fais, cette peur du conflit qui n'est jamais soignée. Les gens ne prennent pas forcément le temps de s'y attarder. On préfère dire « oui, j'aime pas les conflits ». Donc, finalement, avec cette peur des conflits, on aurait peut-être tendance à avoir des comportements que moi, j'appelle de pacificateurs, mais où on se laisse finalement écraser pour éviter de dire ce qu'on a vraiment envie de dire au fond de soi. Et donc, c'est vrai que
C'est toujours étonnant de voir la proportion de gens qui ont peur des conflits et le peu qui finalement mettent vraiment des moyens pour aller travailler cette relation au conflit. Moi, j'ai quand même vite appris qu'il valait mieux affronter ces conflits, désamorcer, parce que des fois, on peut vite désamorcer, que de les empiler. Je ne sais pas comment dire, on les laisse pourrir, et puis c'est terrible, quoi. C'était beaucoup mieux d'avoir cette force-là sur le moment, et c'était aussi juste par rapport aux personnes qu'on a en face. Il faut penser à ça. C'est-à-dire, il y a un conflit, il y a une demande de leur part, il faut qu'on en parle, quoi. Et souvent, je me dis, je suis avec eux comme j'aimerais qu'on soit avec moi. S'il y a un problème, eh bien, j'aimerais qu'on me le dise. Alors après, il faut trouver les mots. Ça, il faut s'y apprendre. À trouver les mots. Qu'est-ce que je dis? Le choix des mots, le ton de la voix. Ça, c'est aussi des outils. Plus c'est dur, plus je baissais la voix. Bien sûr. Plus on adoucit avec les mots, plus on accepte les silences aussi pour que les gens réfléchissent. Tout à fait. Ça, c'est aussi des techniques comme ça qui s'apprennent. Et puis, comme on se quitte aussi. Et si on ne s'est pas bien quitté, on se retrouve. Où on se donne un délai en disant on va se retrouver. On ne laisse pas partir quelqu'un comme ça, où on s'appelle. Maintenant, il y a les SMS. Enfin, voilà. Je pense que c'est important. Et ce n'est pas juste un moment. Il faut accepter ça. Ça, c'est vrai qu'il faut l'accepter. Mais après, on est beaucoup mieux. Je ne sais pas, je trouve. C'est clair, et ça pose, comme tu dis, le fait qu'il y a vraiment derrière un apprentissage quand même à faire, apprendre à poser ce cadre. Dernièrement, moi, j'ai dû poser un cadre qui était très, très simple. C'est est-ce qu'on arrive à être dans la même pièce et être à l'aise ensemble, parce que si c'est pas le cas, ça ne sert à rien de commencer à discuter. On prend un café, on vit l'énergie du moment, est-ce qu'on est bien ensemble ou on n'est pas bien ensemble, et puis on refixe un autre moment où là on va aborder le sujet qui fâche, ce qui nous a mis en conflit. Mais chaque fois ça donne aux personnes le temps de réfléchir, quoi. Ces coupures, dire attends, je sors 2 minutes, ça permet de souffler, ça permet de désamorcer. C'est vraiment très, très important de donner de l'importance à ça. Je ne sais pas comment dire. Il ne faut pas les éviter, il faut les affronter. Et puis, de se dire, mais c'est quoi? On y arrive ou on n'y arrive pas? Si on n'arrive pas aujourd'hui, bon, où est-ce que tu voudrais quelqu'un? Est-ce que tu voudrais quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on fait venir quelqu'un autour de la table? Est-ce que la personne ne se sente pas acculée non plus? Il faut lui donner une chance, en fait. Il faut que la personne sente qu'elle a une chance. Ça, je pense que c'est aussi important. Oui, puis pas part de vue de, OK, on est en désaccord aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on en fait dans le ici maintenant? On ne va pas refaire l'histoire, parce que ce qui s'est passé avant, on a chacun notre réalité, et en quoi c'est utile aujourd'hui de devoir compter les points ou pas forcément, et comment on peut construire vers la suite, ou peut-être qu'on décide qu'on ne veut plus être en lien. Parce que pour moi, et comme tu dis, c'est la manière dont on va se quitter après avoir lissé ou travaillé sur ce conflit. Est-ce que on continue? Mais il faut oser ça. En fait, quand on ose ça, ça vous donne une posture. Alors après, peut-être qu'on dit, voilà, c'est quelqu'un qui est... Oui, mais en fait, on affronte les choses. On ne laisse pas pourrir, on en discute. Mais il y a beaucoup de manières de faire les choses. On n'est pas obligé de régler ça dans les 2 secondes. Voilà, il faut se donner ce temps, la forme, même le temps de s'arrêter et de se dire, mais ça va? Comment tu vas? Là, on est en train de parler, c'est dur, mais ça va pour toi? On peut aussi dire, mais pour moi, c'est dur, mais pour toi, c'est comment? Et c'est important de créer ces moments-là. C'est leur job, c'est mon job, ils en vivent, ils ont mis toute leur âme là-dedans. Il faut avoir beaucoup de respect pour ça. Oui, vraiment le respect, laisser une chance aux gens. Voilà, il faut vraiment les considérer, quoi. Il ne faut vraiment pas avoir cette posture de toute façon, c'est moi qui ai le dessus. Et de se dire, vous pouvez venir discuter, mais ça ne va rien changer. Non, ça ne va pas rien changer. On va parler entre nous. On va exposer les choses, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est important, vraiment. Ça a donné de la sécurité aussi aux personnes qui travaillent avec moi. Puis aujourd'hui, donc, tu as, entre guillemets, fermé ce gros chapitre de ta vie, mais tu dis, on a gardé des liens, on continue à se voir. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'inspire? Qu'est-ce qui te fait du bien? Alors, ce qui me fait du bien, déjà, c'est d'avoir gardé aussi ce cercle qui permet de dire qu'on a vécu des choses ensemble. Alors, on ne se voit pas tous les jours, mais on a gardé ce genre de choses. Après, on reste aussi sur cette créativité permanente, enfin, la corde sur laquelle j'ai dû tirer tout le temps, mais qui nous a permis aussi de créer des émissions, de créer des moments uniques. C'est encore quelque chose que j'ai en moi, que j'ai envie de travailler, que j'ai aussi envie de transmettre, parce que c'est aussi des outils de vie, dans le fond. C'est pas seulement du management. Et puis, c'est aussi la transmission. Je me rends compte aussi que le parcours, que cette grande maison dans laquelle j'ai travaillé, on élargissait toujours aux médias francophones publics. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'autres managers, d'autres pays. J'ai appris beaucoup de choses et aujourd'hui, je suis un peu dans la transmission.
dans une forme de coaching, dans le fond. Aujourd'hui, on vient me chercher en me disant « Ah bah tiens, tu peux m'aider pour ci, est-ce que tu m'aiderais pas pour ça? Est-ce que j'ai un projet, je sais pas comment faire ?» Voilà. Et je me rends compte que j'ai pu acquérir ces compétences qui sont toujours valables aujourd'hui, qui sont pas forcément dépassées. Donc cette exigence peut-être de vie que j'ai eue, professionnelle, elle m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai envie de continuer là-dedans parce que je trouve que ça a encore du sens, de transmettre ce que j'ai appris. Et puis, par rapport à tes lectures, les choses qui t'inspirent, qu'est-ce que tu auras envie de partager avec les auditeurs, auditrices? Peut-être un livre qui t'a marqué? Je travaille avec une école de créativité qui se trouve à Montréal. Et puis, c'est vrai qu'il y a Daniel Lamarre, qui est le directeur du Cirque du Soleil, qui a écrit L'Équilibriste. C'est quelqu'un d'extraordinaire et qui vous bouscule énormément quand vous lisez ce livre, parce que le Cirque du Soleil vous explique que dans le fond, ils ont dû se réinventer 3-4 fois, et qu'ils ont toujours réussi à se réinventer. Donc il explique comment ils se sont relancés, comment ils sont repartis là-dedans. Et c'est des personnages qui sont extrêmement inspirants. Moi, j'ai eu l'occasion de le croiser. C'est des personnes qui vous donnent de l'énergie. Vous dites, mais s'il a fait ça, moi, je peux le faire aussi. Enfin, peut-être pas dans cette dimension-là, mais à mon niveau. Donc, il vous donne ça. Il ne vous dit pas, de toute façon, moi, j'arriverai jamais à faire comme lui. Il dit, tu peux arriver à faire comme moi, là où tu es. Et ça, je trouve que c'est hyper précieux. Et puis, bon, des personnes inspirantes, c'est vrai que ces 2 femmes que j'ai rencontrées au Canada et qui ont fait cette école m'ont aussi beaucoup inspirée parce qu'elles se sont lancées, elles ont osé. Moi, j'aime les gens qui ont osé. J'aime les gens qui osent, qui passent cette ligne. On peut toujours être raisonnable, mais on peut toujours être aussi un peu l'autre côté de la ligne. Et de l'autre côté de la ligne, on ne va pas forcément trop loin. Mais cet espace entre le raisonnable et avant que ce soit un tout petit peu compliqué, c'est un espace génial où on peut essayer des choses, on peut tenter. Et ces femmes, elles m'ont quand même appris ça, quoi, ces ressources. Et puis, c'est vrai qu'il y a ces femmes de radio que j'ai croisées. J'ai toujours admiré leur puissance, leur capacité. Madeleine Caboche, Martine Galland. Alors, les Canadiennes, ben là, c'est Hélène Gaudin, Marie Amiotte, des personnes comme Jean-Charles Simon, par exemple. Patrick Clapp, je veux dire, quand vous êtes avec ces personnages et que vous devez un peu les accompagner professionnellement, il y a des fois c'est extrêmement drôle, des fois c'est un peu moins, mais c'est quand même des belles amitiés. Et puis et ils ont osé, quoi. Ils ont fait des choses extraordinaires, quoi. Moi, ça me plaît, quoi. Quand on sort un peu du cadre et de la ligne, ça me plaît. D'ailleurs, parmi toutes ces personnes, si je te demandais de faire un choix d'une de ces personnes que tu aimerais entendre sur les ondes de l'art de connecter, ce serait qui? Alors, si on peut aller jusqu'au Canada, je pense qu'Hélène Gaudin, ce serait bien. Et puis, je pense qu'une femme comme Martine Galland, elles ont proposé des rencontres, elles ont rencontré des gens, elles ont une capacité à l'interviewer, à aller chercher le cœur des gens pour faire des émissions fantastiques. Donc, je pense que ça vaudrait la peine. Je crois que l'art de la connexion, elle le maîtrise très bien. Bon, ben super, je prends note. Et aujourd'hui, si on a envie de s'intéresser à toi, de comprendre ce que tu proposes, comment tu peux accompagner, où est-ce qu'on te trouve? Alors, on me trouve sur LinkedIn. Oui. Je ne suis pas hyper active, je dois dire. Les connexions, pour moi, se font beaucoup par réseau. Une personne qui connaît. Enfin voilà, c'est tous ces réseaux qui tout à coup les gens se rencontrent ou viennent vers moi. Ou j'ai jamais fait énormément de publicité. Ou alors effectivement, je suis quand même toujours ambassadrice et formatrice de la Factory, qui est cette école de voilà, c'est un peu le label sous lequel je suis inscrite. Mais je propose aussi d'autres choses. Voilà, sur LinkedIn, on me trouve facilement. Mais on mettra de toute façon toutes les références pour que les personnes puissent te retrouver. On arrive au terme de cet épisode. À moi de te remercier vraiment pour tout ce que tu as partagé. Eh bien, merci beaucoup. C'était pour moi l'occasion de redire, de revivre tout ça. Et ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Et comme toujours, je vous encourage à me laisser des témoignages, me poser des questions, soit sur ma boîte vocale, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, ou par email sur mon adresse sandrine@l'artdeconnecter.com. Et bien évidemment, je serais ravie, si mon concept vous plaît, que vous puissiez me soutenir en parlant autour de vous de l'art de connecter, en me mettant des avis et des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager ce qui vous a plu sur les réseaux sociaux pour permettre à un maximum de personnes de découvrir l'art de connecter. Et enfin,
prenez le temps de parcourir mon site internet l'artdeconnecter.com où vous allez pouvoir découvrir mes différents services en lien avec l'outillage de la communication, la connexion et les compétences relationnelles. Je vous dis à très bientôt. Pour moi, l'art de connecter les gens, c'est de connaître les forces et les faiblesses de chacune des personnes de son réseau, amis, collègues, famille, et de savoir qui serait leur meilleur complément pour un projet, un problème, une envie. Il faut oser dire ce qu'on pense. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.